Ok, donc on fait une petite révision de la chapitre 6. Ainsi, je vais vous donner des indices pour le devoir. Donc, pour le devoir, la question 1, on a deux réactions qui arrivent en même temps. Puis on vous demande de trouver P moins P initial, qui est comme ça. Comment? Donc, commencez en écrivant les lois de vitesse pour A et B. A est seulement impliqué dans la première, puis B est seulement impliqué dans la deuxième. Là, ce sont des lois qu'on sait comment intégrer. On ne le fait pas, mais on peut trouver A en tout temps, puis B en tout temps. Ensuite, vous savez que la matière est conservée. Et vous pouvez réarranger Finalement, on a les expressions pour A et B en tout temps. On fait la substitution, le problème est fini. Le plus difficile, c'est la deuxième. Puis, je vous dis que donc, il y a deux réactions qui commencent avec A puis forment B. Puis, je vous donne la loi de vitesse qui est comme ça. C'est un problème à une variable, on peut l'intégrer. Et il faut utiliser les fractions partielles. Bon, donc, les indices, vous réarrangez. Donc, rien d'autre que réarranger la loi de vitesse. OK, donc là, il faut intégrer les deux côtés. Comment? À gauche, on a la fraction puis il faut le séparer en deux fractions, donc A sur la concentration de A, plus B sur la concentration. Donc il faut trouver A et B minuscules pour que cette équation est valide. Donc, comment? On additionne les fractions ensemble, ça nous donne deux équations pour A et B. Donc, et si on réarrange,
OK, donc à droite, on a A. C'est la même chose que la concentration de A fois 0. Donc, il faut que ce facteur-là est 0. Donc, B plus A fois K2 sur K1 est égal à 0. Ça vous donne une dépendance de B sur A. Ensuite, on sait que A est égal à 1, donc on peut trouver B. C'est à vous de faire l'exercice. Vérifiez que vos... Donc, c'est un type de problème qui est extrêmement facile à vérifier à cause que il faut trouver A et B minuscules pour que, en additionnant ces deux fractions ensemble, on reçoit cette fraction à gauche. Donc, une fois que vous avez trouvé A et B, vous pouvez vérifier assez facilement. Si on additionne les fractions ensemble, ça ne donne pas ce qui est à gauche. Les valeurs de A et B sont incorrectes. Bon, donc une fois qu'on a trouvé A et B, on sépare les fractions en deux. Donc, il faut intégrer K1 dt, qui n'est pas compliqué. Et l'autre côté, A, qui est encore inconnu pour l'instant, c'est à vous de le trouver. C'est pas compliqué. Pardon, on commence à A0 plus intégrale entre A0 OK, donc ce sont des choses assez faciles à intégrer. Cependant, c'est utile d'utiliser une substitution. Donc, du, donc si vous utilisez cette substitution, ça va simplifier la vie. Et finalement, il faut simplement simplifier. Et quand je dis simplifier, réarranger. Okay. Si vous suivez ces étapes-là, vous allez avoir la bonne réponse. C'est tout. Bon. À la fin du dernier atelier, il y avait une question que Gabriel m'a demandé. Puis c'est une question qui cause toujours des problèmes, donc on va le réviser rapidement. Donc, j'ouvre où c'est. OK, donc c'était une question de mécanisme. Puis une des réactions impliquées là-dedans, c'est l'étape élémentaire de CH3CO, puis K4 devient CH3COCOCH3. OK, donc le problème est complètement ici. Donc on va simplement considérer cette réaction. OK. La question, ou la confusion vient du fait que la contribution à la vitesse de CH3CO, c'est moins de K4 CH3CO au carré. Okay? Et la question, c'est pourquoi est-ce qu'on a ce facteur de 2? Okay. Donc, ça nous ramène aux premières leçons du chapitre 5. Donc, on va comparer les taux de formation des deux produits. Donc, si on regarde le taux de formation de CH3COCOCH3, c'est K4 fois quelque chose de bimoléculaire, donc CH3CO au carré.
OK. Donc, les coefficients stoichiométriques de CH3, CO, CO, CH3 sont 1. Donc, cette taux de formation est bien compris, j'espère. Ensuite, si on regarde une réaction comme ça, on peut comparer les taux de formation et de disparition. Donc, la vitesse de réaction, c'est le taux de changement de B, qui est moins 1 sur 2, le taux de changement pour A. Pourquoi? Parce que le coefficient stoichiométrique de A est 2. Et c'est tout. Donc, on peut facilement calculer le taux de formation de CH3, CO, CO, CH3. On compare les taux relatifs de CH3CO et CH3CO, CO, CH3, qui nous donne la réponse moins 2 K4 CH3, CH3CO au carré. C'est tout. Bon, donc on va rapidement réviser ce qu'on a vu au chapitre 5 et 6. Les détails en particulier, je vous encourage de relire, mais en gros, les idées ne sont pas compliquées. Donc, pour une réaction A plus B, A et B minuscules sont des coefficients stoichiométriques qui deviennent C, puis là, on va utiliser E pour éviter des problèmes. Puis, en principe, d'autres. Le nombre de réactifs à gauche et à droite ne sont pas importants. On introduit une variable qu'on appelle le progrès de la réaction. Et en tout temps, on a que la concentration de A, c'est A0. En principe, si on écrit que la réaction va à droite, A est toujours consommé. Donc, moins son coefficient stoichiométrique fois le progrès de la réaction. Ensuite, C est formé. E est formé. Puis F est formé. Et là, on peut comparer les taux de vitesse pour chacun, ou les taux de réaction, les vitesses de réaction pour chacun. La vitesse de réaction est définie comme le dérivé de xi avec le temps. Pour une réaction écrite comme ça, la vitesse de réaction, c'est moins 1 sur A fois le taux de réaction pour A, moins 1 sur B, le taux de réaction pour B, 1 sur C, taux de réaction pour C, Puis, sur l'examen pratique, il y avait un calcul numérique où il fallait utiliser ces faits-là. Les réactifs et les produits sont en principe bien définis. Donc, le taux de réaction pour A est négatif, A est utilisé, B est utilisé, C, E, F sont produits, donc leurs taux de réaction sont positifs. OK, on a défini l'ordre de réaction, donc en donnant un exemple. Bon, donc, par exemple, on a quelque chose comme ça, où M et N minuscules sont des nombres entiers d'habitude. Pas nécessairement des nombres entiers, mais d'habitude. Puis, la somme des exposants, c'est l'ordre de réaction.
la plupart des réactions sont d'ordre 1. Il y a beaucoup de réactions d'ordre 2, mais ils sont moins communs. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir deux molécules à la bonne place avec assez d'énergie pour effectuer la réaction. Les réactions d'ordre 3 en chimie n'arrivent pas souvent. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir trois molécules à la bonne place avec assez d'énergie pour effectuer la réaction. Donc les réactions d'ordre 3, en principe, peuvent arriver, mais je connais aucun exemple. Bien entendu, je n'ai pas fait beaucoup de recherches, mais je ne sais aucun exemple. Bon, donc les méthodes de les mesurer. On vous a enseigné la méthode d'isolation. Et c'est quoi le message? On isole les effets des composés. Donc, on fournit un grand excès d'une des réactifs, puis on mesure la vitesse de l'autre. Ensuite, on fournit un grand excès de l'autre réactif, puis on voit le taux de réaction avec l'autre. Ensemble, ça nous donne l'ordre de réaction dans chacun des réactifs. Ça nous donne l'ordre de réaction complet. Donc, encore une fois, comme exemple, on suppose que la vitesse de réaction a une forme comme ça. Donc, il faut trouver M et N. Comment? Avec un grand excès de B. Donc, si on fournit beaucoup de B, la concentration de B ne change pas. Donc, on peut le traiter comme un constant. Donc, dans ce cas-là, K fois B au puissance N, on l'appelle un constant. À cause que la concentration de B ne change pas, on le traite comme un constant. Ensuite, on mesure le taux de réaction pour plusieurs valeurs de A. Ensuite, on peut linéariser nos données. Donc, on suppose que V a cette forme-là. On prend le logarithme. Pourquoi? Parce que ça nous donnera une équation linéaire. Donc, logarithme K' fois A à puissance M. OK, ça, vous pouvez réarranger. C'est le logarithme d'un produit qui devient la somme des logarithmes. Ensuite, on a logarithme de puissance, qui est la même chose qu'un logarithme d'un produit plusieurs fois. Donc, ça devient logarithme K' plus M fois logarithme de A.
Donc, A, c'est contrôlé, on mesure V. Donc, si on fait un plot de logarithme de A versus logarithme de V, on a une ligne avec ordonnée à l'origine logarithme K', puis pente A, puis pente M. Donc, ça c'est de la forme Y est égal à B plus AX. Donc, on change logarithme de A, on mesure logarithme de V, on fait un plot de nos données. Ça nous donne B puis A, comme assez facilement. Puis, l'important, c'est A, qui est l'ordre de réaction en A. Pour mesurer l'ordre de réaction en B, on fait la même chose en isolant B. Donc, on fournit un grand excès de A. On fait le même exercice. À cause que A est en grand excès, la concentration de A ne change pas beaucoup. On mesure le taux de réaction en changeant le montant de B. Ça nous donne une autre forme linéaire qu'on utilise pour trouver l'exposant pour B. OK. Rapidement, les lois de vitesse intégrées. OK, donc ils ne sont pas compliqués. Les lois de vitesse intégrées en plus qu'une composante ne seront pas à l'examen, je vous dis. Donc, d'habitude, on a une forme comme ça. Donc, m est égal à 0, vous avez vu. OK, et vous pouvez l'intégrer. Vous trouvez que A en tout temps, c'est moins KT plus A initial, ce qui est déjà une forme linéaire. Donc, on a une décroissance comme ça. Et la pente, c'est moins K. Et bien entendu, K est positive. On a une ligne qui a une pente négative. Donc, la pente, c'est K. OK, M est égal à 1, le cas le plus important. OK, on ne fait pas l'exercice. Il y a deux formes qui sont importantes. On a soit logarithme de A, c'est logarithme de A0 moins KT. Ça, c'est la forme linéaire, la forme la plus utile toujours. Autrement écrit, OK, donc si on fait un plot, c'est un plot de A versus T. Mais si on faisait un plot de T versus logarithme naturel de A, on a encore une fois une décroissance linéaire. OK. Ça vaut la peine de le dire encore. On veut toujours des données linéaires parce qu'on peut les interpréter visuellement. Si vous êtes capable de linéariser vos données, vous avez bien compris ce qui se passe. Sinon, il faut deviner et ça devient difficile. Exemple, à droite, on sait que c'est un exponentiel décroissant, mais il y a plusieurs courbes qui ont des formes similaires. Donc, si vous essayez à matcher, comparer deux courbes qui ne sont pas linéaires, il y a toujours des problèmes, on ne comprend pas ce qui se passe. Donc, linéarisez vos données toujours. Si vous me présentez des données dans un séminaire de maîtrise ou de doctorat, ils ne sont pas linéaires, je vais vous demander la question. OK, et finalement, si m est plus grand que 1, tous les autres cas sont identiques. OK, donc, je vais le faire ici à cause que j'ai eu de la misère dans le cours. J'ai
que je n'avais pas préparé. Donc, l'intégrale de ça, c'est moins m plus 1 sur moins m plus 1, x puissance moins m plus 1. Autrement écrit, 1 sur 1 moins m, x puissance moins m moins 1, qui est la forme pertinente pour nous. Et si vous réarrangez en forme linéaire, OK. Y, B, A, X. Encore une fois, une ligne. On va toujours linéariser nos données. OK. Rapidement, pour les mécanismes, il y a deux simplifications qu'on a utilisées. Il y avait l'approximation de pré-équilibre, puis l'approximation d'état stationnaire. Et il faut comprendre la différence. Donc, pour un système en pré-équilibre, c'est une approximation. Okay, il faut souligner que c'est une approximation. On a quelque chose comme ça, où A peut former B, B peut former A. Ensuite, on forme des produits P. Donc, pour utiliser l'approximation de pré-équilibre, il faut que les réactions A devient B, B devient A sont très rapides comparées avec B forme des produits. Si c'est le cas, aussitôt que B est utilisé pour former P, l'équilibre entre A et B sera réétabli car ces réactions sont très rapides. Donc, on écrit ça. Donc, ça veut dire que la proportion des concentrations B sur A sont égales à le constant d'équilibre pour ces deux réactions, qui veut dire que en tout temps, A et B ont cette simplification-là. Et on peut les utiliser dans nos équations. Okay. Donc, pour utiliser l'approximation de pré-équilibre, il faut que les réactions A devient B, B devient A sont beaucoup plus rapides que B forme les produits. Okay. Donc, on regarde l'autre, qui est l'approximation d'état stationnaire. On regarde le même ensemble de réactions. Donc, on suppose dans ce cas que le taux de réaction de B est 0, qui veut dire que aussitôt que B est formé, B est utilisé pour former les produits. Donc,
Donc, ça, c'est en termes d'équation. Qu'est-ce que ça veut dire en réalité? Donc, B est toujours consommé aussitôt qu'il est produit, donc le montant de B est plus ou moins constant. Donc, le taux de changement de B est 0. Okay. L'idée de l'état de transition. Donc, si on regarde un profil de réaction, donc progrès de réaction sur l'axe indépendant, on commence avec les réactifs. Il faut traverser une barrière énergétique pour former les produits. Donc, qu'est-ce que le progrès de réaction veut dire? La géométrie ou les structures des composés vont changer. Il y a une géométrie qui n'est pas favorable du tout, au maximum ici, qu'on appelle l'état de transition. C'est une structure géométrique qui est non favorisée, mais il faut passer par cette structure-là pour effectuer la réaction. OK, l'exemple qui est familier, une réaction SN2. Donc, c'est connu que ça, c'est la structure de l'état de transition pour cette réaction. Il n'y a pas un lien entre C ou BR. Ce n'est pas même une bonne question, mais il y a une interaction. Cette géométrie-là est un maximum par rapport aux distances CBR, et c'est un minimum dans toutes les autres directions. Donc, en changeant une des distances CBR, on va changer l'autre. On va tomber soit d'un côté ou l'autre, qui sont tous les deux des minimums d'énergie. Okay. On a vu la dépendance de le constant de vitesse d'une réaction avec la température. En forme linéaire, on a que le logarithme naturel de K, c'est le logarithme naturel d'un constant, moins delta G d'activation sur RT. OK, ici j'ai oublié. La différence d'énergie ici, on appelle delta G DAG, c'est l'énergie d'activation. Si vous poursuivez des études en chimie physique, on va distinguer des différents types d'énergie comme ça. Dans ce cours, on les appelle tous l'énergie d'activation. C'est une distinction sans... Il n'y a aucune raison de les distinguer ici. Bon, donc, c'est le montant d'énergie qu'il faut donner pour effectuer la réaction, la différence entre l'état de transition et le réactif. Quand on augmente la température, il y a plus d'énergie disponible au système, donc c'est plus facile de dépasser cette barrière. OK, c'est une forme linéaire, donc si on fait le plot, ça c'est le logarithme naturel de A, sur l'axe c'est le logarithme naturel de K, et température là. Bien entendu, la pente okay. Autrement écrit, on a que K c'est égal à A fois l'exponentielle okay. Et cette forme-là, on peut interpréter. Donc, c'est quoi K? C'est le constant de vitesse d'une réaction. C'est une mesure du nombre de collisions entre molécules
avec assez d'énergie pour effectuer la réaction. Donc, pour avoir une réaction chimique, il faut que les réactifs ont une collision. Il faut qu'ils soient dans la bonne orientation et qu'ils ont assez d'énergie. Donc, K, c'est une mesure de fréquence de cet événement-là. OK. A, c'est une mesure de fréquence des collisions intermoléculaires dans la bonne orientation. Ensuite, l'exponentielle moins delta G divisé par RT. C'est une distribution. À une température particulière, ça représente la proportion de molécules avec assez d'énergie. Si on augmente la température, bien entendu, plus de molécules auront assez d'énergie pour faire la réaction. Okay. Les derniers concepts qu'on a vus, c'était la catalyse. Je vous recommande de relire les notes sur la catalyse, il n'y a pas grand-chose à dire en révision. Puis on a vu le modèle Michaelis-Menten que je vais résumer ici. Donc, on a enzyme plus substrat. C'est quoi substrat? La molécule qui fait la réaction. L'enzyme, c'est le site ou le catalyseur sur lequel on a la réaction. Ils deviennent un complexe ES. Ensuite, on a enzyme plus produit. Okay. La vitesse de réaction, si on fait des simplifications, un constant qu'on appelle Vmax, qui est la vitesse maximale possible de cette réaction, divisé par 1 plus Km, divisé par la concentration du substrat original. Donc, on a développé cette forme-là avec des approximations. Si on veut une forme linéaire, 1 sur V, c'est égal à 1 sur Vmax, plus Km divisé par Vmax fois S0. Puis, toute l'information possible se trouve d'une ligne. Si on fait un plot de S0 versus V, 1 sur V, on a une forme linéaire, puis on peut l'extrapoler. Pourquoi est-ce qu'on peut l'extrapoler? Parce que c'est une ligne, c'est facile de faire l'extrapolation. Si ce n'était pas linéaire, on ne fait pas l'extrapolation. Point final. Donc la pente, c'est Km divisé par Vmax. L'ordonnée à l'origine, c'est 1 sur Vmax. Puis l'abscisse à l'origine, c'est moins 1 sur Km. Pourquoi est-ce que c'est tout pertinent? On peut mesurer on peut varier à 0, puis on peut mesurer V, puis on peut déduire Vmax et Km assez facilement. Je vous ai dit ainsi que dans vos prochains cours, vous allez voir des modèles avec inhibition qui sont
plus ou moins la même forme, mais un peu plus compliqué. Ça va affecter l'interprétation des constants impliqués. C'est tout.